Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un deck que j'avais pas encore présenté au final. C'était le Decaplay. C'est un deck que je joue pas mal en ce moment en top légende, en top 100. Et au final, c'est le deck qui est assez cool parce qu'il a la possibilité de battre les démonistes, les guerriers qui n'auraient pas tech d'anti-play, de cartes Steam Cleaner, la 5-5 qui détruit les cartes qui ne proviennent pas directement du deck. Et donc c'est une bonne alternative, c'est-à-dire que pour ma méta en tout cas, beaucoup de joueurs ne s'attendent pas forcément à affronter beaucoup de dégâts parce que c'est pas forcément le meilleur deck, mais au final justement, moins on s'attend à ce deck, et ben moins on tech contre, et au final plus le deck peut petit à petit devenir fort. En l'occurrence, on va commencer par une game assez incroyable qu'on a pu faire contre Druid, et c'est un peu la force du coup de ce deck, c'est qu'on peut battre et les druides et les démos et les decks un peu lents qui n'auraient pas la carte tech. En l'occurrence, c'est un peu une méta, on va pas se cacher, où un peu tous les decks peuvent battre tout, c'est-à-dire que druide est derrière démo, mais il peut battre démo. Guerrier contre démo, pareil, ça a l'air d'être assez 50-50. Au final, ouais, même voleur contre démo, c'est peut-être proche de 50-50. C'est dur de vraiment trouver des decks qui vont bien counter d'autres decks. C'est un peu le problème, si on peut appeler ça un problème, si on a envie de monter et d'avoir un edge sur la méta. Maintenant, parlons vite fait des nerfs. Il va y avoir des nerfs, notamment des cartes de démonistes. On n'a pas encore l'info sur quels vont être les nerfs exactement, mais la carte de Naga, donc le T3 Naga qui avait déjà été nerf, qui va être nerf. On va avoir un nerf du sort à 6 de démo, la T4 de démoniste. Si jamais je devais faire une petite suggestion des nerfs qui pourraient arriver. Donc on voit que les cartes qui vont être nerfs vont être le sort à 5. Je pense que le sort à 5 va tout simplement coûter 6 de mana. Je pense que le spell à 6, ça me choquerait pas qu'il coûte 7 de mana, parce que 6 de mana il arrive assez tôt dans la game. Soit il coûterait 6, soit ce serait quelque chose comme inflige. Je suis en train de réfléchir si ça change quelque chose comme inflige 5, des fausses 5 cartes du bottom du deck. Invoque un T5, c'est peut-être un nerf suffisant, mais soit ça, soit le spell qui coûtera 7. Pour ce qui est de la 2-5, soit ça sera une 2-4, soit ça sera une 2-6 pour 4, je pense, ça va être une des deux options. Pour la 7-7, je dirais que ça sera sans doute encore un T4, mais quelque chose comme une 6-6, parce que 7-7 c'est quand même beaucoup de stats. Donc ouais, plus 6-6. Maintenant, le T3 Naga, j'ai bien peur qu'il coûte 4 de mana. Hein. Ça serait un peu ma prédiction. Peut-être un PV de plus, mais 4 de mana. Maintenant, on voit qu'il va y avoir a priori un hub de chaman, de mage, de DH et de prêtre. Donc voilà, je vous en dirai plus quand on a les infos, et j'essaierai de faire un peu ma petite pronostic de est-ce qu'on va avoir vraiment de nouveaux decks viables, tels que les 4 classes buff ou pas, ou justement d'autres decks qui étaient un peu on va dire dans les tiers B, tiers C, parce que justement les top méta decks tels que Demo détruisaient ces decks en question. Donc voilà, on fera des petites prédictions. Donc, la liste en question, je pourrais pas vous dire de qui elle est dans tous les cas. Beaucoup de personnes vont juste se reprendre les listes, les modifier un peu à leur sauce. En tout cas, pour ce qui est de la liste, on a le package Reskia, donc qui peut être très cool, notamment contre Druid et pas que, pour voler une créature. C'est un T20 qui va très rapidement coûter 0 de mana. On va dire vers tour 8, souvent elle va coûter 0 si vous avez fait une très bonne sortie, parfois même tour 7 si vous êtes en mirror d'aggro. Et si vous êtes en mirror de décal, peut même tour 6 coûter 0. On va avoir le T11 qui va coûter 1 de moins pour chaque play que vous avez shuffle dans le deck adverse. Elia qui va être là pour faire un shuffle infini. Du coup, si l'adversaire, vous êtes sous Elia, l'adversaire pioche une play, eh bien il va juste, ça va compter comme une play supplémentaire pour le gardien. Un seul géant, parce qu'on voit que la liste est quand même assez lourde, le Primus T8, le T6 qui nous aide bien dans des match-ups assez lents au final, parce qu'on se rend compte qu'on peut manquer de ressources. Alors, on va voir en exemple une game spécifique qu'on a fait. Le Cycli de 4 qui nous permet de faire plein de rush avec le sort à 3 notamment pour prendre plein de trades.
que ce soit contre Demo ou n'importe quel deck board centrique. La 2-4 qui va être très fort pour faire un peu du cheating mana, découvrir un buff, une AOE contre Demo, du heal ou un single removal. La 3-4 qui nous permet de piocher pas mal, qui est Acolyte of Death, après qu'un Friendly Undead meurt, pioche une carte. Donc, bien pour la stabilité de la pioche. Le sort à 2 qui est vraiment très bien incurvé sur 2, invoque 2 recrues de la main d'argent, Râle d'Agonie, invoque des 1-1 Ghoul qui elles-mêmes on charge. La 3-2 qui met des plaies dans le deck, l'arme à 1 qui met des plaies dans le deck, et la 2-2 pour 1 qui est indirectement une carte de pioche, parce que les 2-2 vont donner des sorts à 0 que vous pourrez échanger pour avoir une carte plus utile. Une carte qui fait rien. Et le tour guide, enfin, qui va vous permettre un peu de curver des tours. Vous allez souvent vouloir garder votre hero power pour 0 de mana, notamment avec la 2-4, ou quand vous ferez un tour de pioche avec la 3-4. Donc on a fait une analyse rapide de la decklist. On va maintenant se retrouver sur une première analyse de game, et une game assez folle que j'ai fait contre Seiko, vraiment elle est incroyable. Je suis déçu de ne pas l'avoir record, malheureusement parce que je jouais en off-stream, je jouais pas en live, et on va quand même avoir le replay d'HS Replay, et ça dure 15 tours, et on va regarder cette game incroyable ensemble. Donc on commence avec le Mulligan. Mulligan, on a 2-2, on a eu pas mal de plays intéressants et je pense que c'est quand même une game très très intéressante à vous montrer parce que c'est contre le joueur Seiko qui était un ancien Grandmaster et un des meilleurs joueurs du monde et qui joue vraiment très très bien. Donc c'était un match où on était, moi j'étais 60, lui top 25 à peu près, légende. Et on a le choix de garder la 6-6, la 5-5 pour 6 ou pas. J'ai plutôt choisi de la garder, enfin de ne pas la garder parce qu'on a vraiment une sortie qu'on veut bien curver, on voudrait même chercher un tour 2 dans l'idéal. Et on va très souvent pièce 1 T3. Donc en l'occurrence, on a juste gardé les 3 cartes de gauche. On a eu l'arme à 1 et là déjà on top deck la 2-1. La 2-2 pour 1, numéro 2. On a déjà une solution, enfin une possibilité de jouer le double 2-2 et du coup ça nous empêche de faire pièce tour 3. Et la question c'est est-ce que c'est si grave que ça? Bah en vrai, c'est vrai que je devrais vous cacher la main de Seiko parce qu'au final si je vous la montre c'est pas ouf. Et je pense que le fait d'injecter 4 de dégâts sur tour 1, c'est très pertinent. Pourquoi? Parce que contre Druid, il faut être très rapide. Et en plus de ça, l'argument, c'est qu'on se laisse la possibilité de top deck, soit le spell à 2, soit le T2, la 3-2 qui met des plays dans le deck adverse. Donc l'argument de jouer double 2-2 maintenant, ça serait de jouer avec notre deck pour vraiment tabasser le druide le plus vite possible. Et dans tous les cas, qu'on fasse 2-2, ensuite pièce un T3, bah ça change pas grand chose parce que notre T3 sera qu'une 2-2 également. Donc avec l'argument de pouvoir top deck un T2, c'est bien plus pertinent de pièce dès le tour 1. Donc c'est le choix que j'ai fait. Au pire des cas, on peut même top deck un tour guide par exemple, parce qu'on a une arme, donc une arme qu'on pourrait jouer dès maintenant. L'adversaire donc il n'avait rien à faire. Tour 2, en plus de ça, bah, on top deck un sort à 2 qui était un des outs possibles. Qu'on va évidemment jouer une curve. Je vais vous accélérer un peu. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment essayer de mettre sur play, enfin de pause. Je vais parler quand même assez vite pour que ce soit assez dynamique, mais n'hésitez pas vous-même à mettre pause, essayez de réfléchir un peu comme un puzzle, qu'est-ce que vous feriez à chaque coup. Et justement, de cette façon, vous pourrez nuancer des plays, s'il y avait des plays selon vous plus opti, et si vous arriverez à gagner cette game, parce que cette game est quand même très dure à gagner, si jamais on l'a gagné, évidemment. Donc tour 3, on préfère largement faire la 2-2 uncurve. C'est une très bonne nouvelle que l'adversaire ait choisi de jouer une 3-3. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a notre Vision et Rubis en main, donc on va chercher à faire du cheating mana, potentiellement découvrir un sort de buff, le spell à 4 qui donne plus 3 d'attaque à tout le monde, le spell à 3 qui donne plus 1 et ne peut pas être ciblé par des sorts à tous nos serviteurs, donc autant d'out possible avec notre 2-4. Donc l'adversaire est déjà à 21, cependant on voit que l'adversaire pioche 2, gagne 10 d'armure, ensuite regagne 5. Et il est quand même à 36 PV. Il n'a pas rampe encore une fois, mais ça reste très chiant. Donc là,
on a choisi d'abord de trade notre ghoul qui est un undead pour avoir un undead mort. On découvre un sort et évidemment là on a 3 sorts, mais un sort du lot c'est évidemment le buff, la carapace anti-magie qu'on va plutôt choisir ici. Et on va plutôt choisir de mettre l'arme ici. J'ai choisi de mettre l'arme. Pourquoi? Parce qu'avec 2 armes en main, si on ne met pas de play dès maintenant dans le deck, bah, retarder d'un tour, ça me paraît assez tragique. Retarder d'un tour le fait de mettre des plays dans le deck adverse. En plus de ça, si on faisait un buff, bah, ça faisait une créature qui était trade on board. J'étais pas trop fan. Donc de tous ces arguments-là, j'ai préféré plutôt mettre une play dès maintenant. En plus de ça, on réduit le coût de géant le plus tôt possible. Le gardien plutôt. Donc c'est argument de plus. Donc là, l'adversaire qui a rampe et qui a déjà 8 de mana. Ici, rien d'autre à faire que Hero Power, ensuite Tour Guide avec 5 de mana, ensuite Carapace Anti-Magie. C'est juste le tour logique, hein. Je pense que vous l'aurez trouvé très facilement. Et buff, et on va évidemment tout face. Donc on voit que l'adversaire est à 12 PV, il n'a pas beaucoup de cartes en main, il va lui falloir sa légendaire. Sinon, il va avoir des problèmes, parce qu'on a quand même beaucoup de dégâts. Innervation, il a cherché un sort avec choix des armes. Innervation, 8 de mana, on se doute qu'il a trouvé son spell à 8. Il fait son spell à 8. Il a tanké un moment, je pense qu'il a vraiment hésité avec le fait de pick Yogg ici dans cette situation. Qui aurait pas forcément été mauvais. Et l'argument, enfin le truc cool qu'on a ici, c'est que si jamais il a un deuxième beignet, bah, il va pas pouvoir cibler nos serviteurs pour rafraîchir son mana. Donc ça peut être très compliqué pour cheater en mana de son côté. Là on voit qu'il rafraîchit son mana à 9, il cherche un spell, il a que 4 cartes en main, j'avais de l'espoir qu'il n'ait pas de copie. Malheureusement il l'avait. Il l'avait. Il a même un pendentif à 3 de mana qu'il a pu jouer qui coûte que 1. Il lui reste 2 de mana. Ici, il va piocher tout son deck en piochant une play, 2 plays et en faisant Hero Power. Donc là, il finit avec 10 cartes en main. Il finit avec 10 cartes en main. Il a eu la play qui fait que la prochaine carte coûte 1 de plus. Donc il n'a pas forcément pu se vider la main ici. Et donc, voilà. On a un spot où on peut facilement overdraw l'adversaire. Et là déjà un tour d'optimisation. Comment on s'en sort? Parce que là on n'a pas trop de ressources en main. Il y a des 5-7 à gérer. Donc là, premier truc à identifier, c'est est-ce qu'on a de la pioche possible sur le board? Et évidemment oui, on a la 3-3 qui quand elle meurt va piocher 1. Donc c'est le premier trade qu'on va faire. Prendre l'info de ce qu'on pioche, tour guide qui change absolument rien. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on tue une 3-3, un marchand de miracle, pour l'échanger. On voit qu'on a 2 créatures à 2 d'attaque, donc on optimise pour que les 2-2 puissent trade les géants. Bon, c'est juste des battes. Hein. On va échanger notre huile de serpent, on cherche un out. On a pioché la 2-4, qui est plutôt cool, parce que là, on va pouvoir prendre un petit trade. Et en plus de ça, notre 2-2 de recrue de la main d'argent, le Defrattle, va pouvoir être réinvoqué avec toxicité. Donc on va pouvoir prendre les trades sur les 5-7. Et ça va être plutôt important. Donc voilà, on a pris les trades sur les 5-7. On remet l'adversaire dans une situation quand même assez chiante. Il lui reste bon, encore une Éonard dans le deck, une Éonard, je vais y arriver. Mais l'adversaire est à 9 PV. Donc s'il joue Éonard, il doit simplement se heal peut-être. Cependant, s'il fait que ce heal, ben, il y a la 2-4 on-board hein, qu'il doit absolument gérer parce que sinon bah, il a plus d'Éonard. Il a choisi de rafraîchir son mana, éclipse solaire, donc on se doute que ça pue et que ça sent. Le deuxième sera 5. Et en effet, le deuxième reflet qui arrive. Et chose importante à noter, c'est que l'adversaire a overdraw une carte clé. L'ampli audio, la 2-3 pour 2, et qui va du coup l'empêcher d'avoir 11 de mana. Et s'il n'a plus de 11 de mana, il ne peut plus OTK avec son Scarabée. Et ça va être quelque chose de très important, parce que c'est un match-up qu'on peut vraiment prendre sur la durée, si jamais on ne peut pas se faire OTK. Donc là, il rafraîchit son mana, il a 6 de mana, il pioche à peu près tout son deck, il a 6 cartes dans le deck, donc beaucoup de plays. Il doit lui rester quelque chose comme 4 plays, environ 4 ou 5 plays. Donc potentiellement quasi tout le deck.
Donc il trouve une griffure quand même pour tuer notre 2-4. S'il la tuait pas, c'était assez chiant pour lui. Et là on voit qu'on a déjà une Reska qui coûte que 5 de mana sur le tour 6. Elle va pouvoir encore coûter moins. On pioche une carte qui change pas grand chose. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? On cherche un moyen de piocher. Donc on va trade notre 3-3 et changer, voir ce qu'on peut obtenir. On obtient une autre huile de serpent, donc on va la rééchanger, voir ce qu'on obtient. Et ici en l'occurrence, on obtient l'acolyte de la mort, qui va nous permettre de piocher. Et piocher, ce qui est très cool. Là, on voit une des choses qui est possible, qu'on peut faire, c'est voler une 5-7 qui nous permettrait de piocher tout notre deck. Et ça va être le plan, tout simplement. Ici, on a un aéroport qui coûte 0. On prend le trade sur la 5-1, on fait en sorte de réduire à 0 le coût de notre Reska. On prend tous les trades, on joue notre 6-3 Reska et on espère avoir le contrôle d'une... Il y a une des cartes qui a juste refresh vos PV, donc il y a une des cartes qui n'a plus la pioche, parmi celles-là, je crois. Et on a réussi à avoir celle qui avait de la pioche, donc plutôt bonne nouvelle. On pioche du coup jusqu'à avoir 10 cartes. Et on finit par faire un sort de play, tout simplement pour commencer à réduire le coût de nos géants. En plus de ça, si on peut ralentir un peu l'adversaire, c'est cool. Hein. Si on peut ralentir... En fait, c'est surtout l'argument, c'est qu'on ne veut pas permettre à l'adversaire de faire Reno, si possible. Donc le fait de lui mettre des plays l'empêche de faire Reno. Donc on va chercher à faire Elia le plus tôt possible, hein, parce que s'il pioche toutes ses plays, il va pouvoir Reno tranquillement, et à partir de Reno, ça devient très dur de comeback. Donc on voit que l'adversaire fait un tour de tempo, son scarabée qui est juste une 6-6, et il a quand même un board assez menaçant. Hein. Maintenant on se sent assez safe parce qu'il n'a pas de burst direct. Donc là on va jouer... Est-ce qu'on a joué Elia maintenant? On ne l'a pas joué maintenant. Donc j'ai choisi de ne pas la jouer maintenant parce que c'est quand même un board assez menaçant et je suis pas mécontent de tuer quasiment tout son board. Au final j'ai juste laissé une 5-7 qui peut je crois attaquer. On a fait en sorte de ne pas trop piocher, à la fin on voit qu'on a tué notre 3-4 parce qu'on a déjà plus que 6 cartes dans le deck et on ne voulait pas overdraw tout simplement. Donc bon, on laisse une 5-7 qui n'a plus d'habilité. Au final... ou peut-être qu'il a le heal, c'est la dernière habilité qu'il a, le heal, et du coup il ne peut pas trade on board notre 2-4. Donc il trouve sa dernière Éonard. À noter qu'au passage il a fait un fizzle. Donc il y a des cartes dans son fizzle, et là il fait en sorte de rester à 10 cartes en main, ce qui est très malin pour ne pas piocher les plays. Par contre là, bon, ça va être le spot où il faut jouer notre Elia. Très important. On joue notre Elia, si on la joue pas maintenant, ça peut être assez chiant. Et en fait là, l'adversaire va juste chercher à essayer de mettre de la pression tout en gardant 10 cartes en main. Mais ça va pas être quelque chose de possible indéfiniment. Donc là, on prend les trades. Très important de ne pas value trade avec notre gardien. Parce que le risque, ce serait que notre adversaire nous le vole avec Yogg. Et ça serait très terrible de lui donner un gardien qui serait très dur à gérer. Donc là, on prend vraiment le maximum de trade. On est limite juste un deck contrôle en fait. Et là, on fait un play. J'ai pas voulu commit mon board avec la 4-4 qui invoquerait un T10, puis ensuite faire un géant, justement pour tourner autour de Yogg. C'est le choix que j'ai fait de jouer autour de Yogg ici. Et on voit que du coup, je fais juste un board qui fait que l'adversaire ne va pas jouer Yogg tout de suite. Et voilà, on continue de lui mettre des plays, même s'il a 10 cartes en main, c'est pas grave. L'idée, ça va être justement de lui mettre des plays et d'être dans une situation où si l'adversaire ne joue jamais rien, il va juste se prendre du board. Au bout d'un moment, il sera obligé de jouer le Yogg. S'il est obligé de jouer le Yogg, du coup, il va avoir 9 cartes en main et il va piocher toutes les plays. Et s'il pioche toutes les plays, sachant qu'il en a 9, on va même peut-être en rajouter encore, il va passer à quelque chose comme 11 plays, ce qui dit 22 dégâts par tour. Tant qu'il ne sera pas à 10 cartes en main. Donc voilà, c'est vraiment une partie d'échec pour le coup. Il réussit à trouver, je crois, il devait l'avoir sur son fizzle, le sort copie. Donc là, il continue de copier des Éonards. Et on voit que par contre, la bonne nouvelle, c'est que il a plus que 6 cartes en main. On sait qu'il y a Yogg tout à gauche parce qu'il s'est soigné de 9. Donc là, il s'agirait d'essayer de gérer au maximum le board à nouveau et de remettre l'adversaire dans un spot compliqué.
En l'occurrence, est-ce que c'est ce que j'ai fait? J'ai d'abord cherché à piocher, pourquoi? J'étais vraiment à la recherche de ma 2-4. Ma 2-4 qui permettrait de découvrir un sort, découvrir une AOE, qui mettrait juste fin à la game, hein, si on fait une AOE. A priori, on aura assez de ressources. Donc, on joue notre gardien ici pour prendre double trade. Et ici, j'ai choisi de commit mon board. Pourquoi? Parce que si l'adversaire choisit de faire Yogg, et gérer tout mon board, ben, au final, on risque de piocher quoi? On risque de piocher la 2-4 qui nous découvre un sort, et si on a une AOE, c'est fini, il n'y a plus de Yogg, il n'y a plus de ressources adverses. Donc là, c'est vraiment une guerre de ressources pour lui. Il a des Éonards qui lui permettent de remonter full PV. D'ailleurs, il découvre la dernière Éonard de son deck. Je sais pas si c'est forcément si bien joué. C'est bien joué si son plan c'est de rester évidemment 10 cartes en main. Maintenant, est-ce que ça va être possible? On voit qu'avec son Yogg, au final, ben, il a tellement pas de ressources qu'il peut pas se contenter de juste forcer nos créatures à se tuer entre elles. Donc là, il va juste faire prendre un plan de jeu où il reste à 10 cartes en main. Donc il reste à 10 cartes en main. Et voilà, il va essayer de gagner comme ça en se disant qu'on peut peut-être pas gérer son board et qu'il aura assez de pression. En l'occurrence, on n'a plus de cartes dans le deck, on voit qu'on est déjà à la fatigue. Et là, le plan de jeu qui me paraît évident, c'est de tuer le Yogg, de manger le Yogg avec notre primate. Ici, je pense que c'est l'option que j'ai choisie. En plus de ça, on a eu le droit à une découverte. Et ici, quelle carte auriez-vous choisi ici? Il y a une carte qui sort encore une fois du lot. Et ici, c'est évidemment un pic recousu. Recousu, pourquoi? Parce qu'on va juste défausser une carte de la main adverse. On va défausser le dernier Éonard du deck adverse. Donc, autant d'arguments qui font que le recousu, l'adversaire ne va pas s'attendre. Et que du coup, il va prendre 11... Enfin, il va prendre toutes les plays qu'il a en fait, en termes de dégâts. Ici, je pense que j'ai fini le tour avec la 3-2, voilà, pour me mettre encore plus de plays. Là, l'adversaire choisit de faire Reno et il a le spell à 2 pour lui redonner 2 sorts nature en main, donc il reste encore à 10 cartes en main. Il a fait Reno qui n'est pas actif évidemment parce qu'il a trop de play, et on voit qu'il prend les trades parce que s'il ne tuait pas notre titan, c'est une guerre de ressources. L'adversaire n'a plus trop de ressources à part des 1-1 qui font des effets aléatoires, donc il est obligé de la tuer, sinon notre créa va snowball. Donc ici, et là vous allez voir l'importance de Braspire, même si dans cette game je pense qu'on pouvait gagner 100. Donc découverte d'un sort, hein, plutôt le heal, c'est le seul moyen de perdre, je pense, de ne pas avoir assez de heal. Et ici on choisit de faire le recousu, on ne tue pas la 5-7, mais c'est pas grave. Et l'intérêt c'est que vraiment l'adversaire qui du coup prend tous les tics de fatigue, enfin les tics de play, et qui en plus de ça prend la fatigue. Voilà, l'adversaire qui passe à 13 PV. D'ailleurs, on voit un temps d'animation assez lent. Bon, c'est le tour adverse. Il découvre un sort. Il tue notre grosse créa. Il se rafraîchit tous ses PV. Et là, la question c'est, est-ce qu'il peut rester en main complète? Je crois qu'il l'a fait. Je sais pas comment il l'a fait. Mais il a réussi à le faire. Est-ce qu'on arrive à voir comment il l'a fait? Pour le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il a 9 cartes, je crois. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, non, je suis pas bête. Il a 9 cartes. Ok, c'est ça. À la fin, il a fait en sorte d'avoir des traits en main. Et encore une fois, il est à 10 cartes en main maintenant. L'adversaire qui peut se dire qu'on n'a plus trop de ressources. Là, on est vraiment en mode all-in. Et l'adversaire ne s'attend pas forcément à Braspire. Donc il peut se dire, vas-y, si j'ai ce board, on est à nu, on a littéralement plus rien. Et il obtient une 2-4 qui est très intéressante avec son Hero Power, qui en fait va lui remplir à nouveau sa main d'une décoction, et du coup qui va encore une fois le mettre à 10 cartes en main. Et vraiment, c'est très important, je le rappelle, qu'il reste à 10 cartes, sinon il va juste mourir en 2 tours. Et ça sera juste échec et mat. Donc il arrive du coup à mettre des 3-7 sur son board, c'est sa dernière attaque entre guillemets. Et du coup l'adversaire qui ne s'attend pas forcément à Braspire, et on a le Braspire, et on va buffer tout notre board ici. Pas besoin de prendre de l'armure, on est à 32 PV, on a de quoi gagner de l'armure avec Malfurion. Globalement on a de quoi prendre tous les trades, aucune raison de trade, même s'il a 2-4, ça serait tentant de la tuer pour le coup.
parce que ça lui permet de jouer une carte à chaque fois, mais je pense que c'est trop important de rentrer ses dégâts et de le mettre à portée de létal si jamais il perd une carte. Et dans tous les cas, si la game dure, on est assez fine. Donc il est obligé de tenter les tentacules chaotiques pour un miracle, malheureusement. Il va piocher. Et s'il pioche, il se suicide tout simplement. Et donc c'est une game qui est gagnée et qui était quand même pas si simple. Parce que il fallait... il faut les gagner hein, quand même, le druide à la fatigue. On va dire un peu de réussite côté de notre adversaire pour ce qui est du début, c'est-à-dire d'avoir fait Eonard, des copies, etc. Mais de la réussite de notre côté, que l'overdraw de la 2-3 fait qu'il n'ait pas pu nos ETK, et que du coup, cette game a pu durer sur le long terme. Mais en tout cas, l'intérêt de cette game, c'est vraiment de vous montrer l'intérêt du T6 légendaire pour des games qui peuvent durer, et tout simplement qu'on peut gagner des games sur le long terme avec ce. On se retrouve dans une première game contre un voleur. Ici, je pense qu'on va réfléchir à est-ce qu'on garde le tour guide ou pas, globalement. L'intérêt du tour guide, c'est que c'est toujours bien d'avoir l'Hero Power actif pour 0 de mana, notamment avec toutes les synergies, que ce soit le Nérubian Visier, les 2-4, Toxicité, ou tout simplement la 3-4. Là, on a une curve vraiment parfaite, hein. C'est vraiment une curve incroyable. En plus de ça, on a Elia qui va être très fort, très tôt contre voleur. Intéressant comme draw. Maintenant, je pense qu'on va rester sur notre plan. C'est plus fort de faire double de 2. Comme ça, si l'adversaire se sent forcé de tuer une de 2, on peut échanger une de 2 et jouer le sort 2. Et ouais, au final, l'aéroport, on va essayer de le garder au maximum. Maintenant, il y a la recherche de spells aléatoires. Mais ouais, si on peut garder au maximum notre aéroport à 0, à partir du tour 5, si vraiment on voit que notre curve est assez limitée, si au tour 4 on peut faire Elia aéroport, on le fera, hein, si le tour suivant on n'a rien de mieux. Ok, il a découvert une consécration, ce qui a fait dépenser la prep, ce qui a fait dépenser la pièce. On va échanger notre spell à 0 ici, et je pense que je vais jouer la 3-2. Là, on veut vraiment que nos plays aillent dans le deck adverse dès maintenant, parce qu'on va jouer Elia. Et on veut espérer snowball au plus tôt possible. Ça peut vraiment faire une différence, hein. Ça peut faire une grande différence que les plays aillent dès maintenant dans le deck. Donc on joue évidemment Elia. Je pense pas qu'il y ait d'intérêt à utiliser notre Hero Power pour 0 maintenant. Est-ce que c'est un top deck Drelly? Non, il l'avait déjà en main. Ok, on va faire en sorte de la tuer. Ça me paraît assez important de la tuer ici. Est-ce qu'on a même envie de faire une toxicité ici? Ici, je pense qu'il faut privilégier la tempo et les value trade notamment. Value trade, on va préférer l'empêcher de découvrir un spell avec la 3-2 en la tuant. Et une première plaie de piocher, on sera pas mécontent d'avoir des spells de heal, des spells qui font que l'adversaire... la prochaine carte adverse coûte 1 de plus, vraiment pour ralentir l'adversaire. Et là, plus on peut mettre de play dans le deck adverse, plus on va se rapprocher de la défaite adverse. Ok, il n'a pas encore la dernière partie de... On va piocher ici. Guardian qui coûte 5, donc il n'a pas la dernière partie de trésor. Je pense qu'on va échanger. On va prendre le trade ici. Je pense qu'on n'est pas mécontent d'avoir une 1-1 en plus sur le board. On prend le trade avec notre double charge. On va face avec la 1-1. Donc là, en cas de top deck géant, on peut jouer le géant dans le tour avec une Dizzy Stones.
Les néophytes qui n'ont pas trop d'incidence contre nous. L'illusionniste qui arrive un peu tard, notamment s'il ne joue pas le package avec... Oh, intéressant de draw. Maintenant, on ne va pas la jouer maintenant. Est-ce que le visier nous fait changer d'avis? Non, je pense qu'ici c'est juste une 10-10 taunt. Et on prend le trade. Ne pas prendre le trade se considérait notamment pour Acolyte of Death. Maintenant, très souvent, le prochain tour is deck juste Primus. Ok. Il va avoir la 5-5 légendaire. Qu'on va, j'imagine, one-shot ici. Est-ce qu'il peut one-shot notre 10-10? Bon. Malheureusement, on ne pourra pas. On fait le titan pour monter en PV, ça me paraît quand même assez important. On va tuer la 5-5. On va pouvoir découvrir une carte. Arm Lifesteal, ça me paraît quand même ultra intéressant. Ouais, je pense que ça va être le pick ici. On va aller face avec les deux cartes. Pas de trade. Et les premières plays qui commencent à être piochées à nouveau. Prochaine carte coûte 2 de plus, ça c'est une très bonne nouvelle. Blizzard. Blizzard qui va empêcher l'utilisation d'une habilité sur notre titan d'ailleurs. Ok, il a l'air de pouvoir beaucoup buffer sa carte, 9 d'attaque, ouais. Bon, on a une toxicité maintenant. On est à 8 PV. On espère évidemment ne pas mourir. On va tenter de découvrir d'abord quelque chose. En l'occurrence, ouais, je pense que ça va être le plus opti ici. Ça va être le plus opti. Inflige 4. Je pense qu'on va juste prendre le blast hein, pour freeze le héros adverse. Des fois qu'il ait une fireball en main. Pourquoi je n'ai pas tué ça, je ne sais pas. Donc je pensais pas qu'il y avait un rip-up. My bad, ça m'apprendra à pas lire. Donc s'il a 6 de dégâts, bah écoutez, bien joué à lui. Ça sera my bad ici. Vraiment erreur d'inattention de ne pas avoir lu. Je crois que c'est un spell de chasseur qu'il a joué. Ouais, c'est ça. Donc à voir, statistiquement, il n'y a pas de grande chance d'avoir du burst en soi. Il peut, mais c'est pas si grand que ça. Là, il a recherche d'un out, peut-être juste pour gérer notre board, tout simplement. Crescendo. Ok, il lui manque 4 de dégâts. Il a la recherche de ses 4 de dégâts. Il a 2 spells. Et bon, statistiquement, il peut avoir un buff. Je pense que du coup, on a peut-être donné la game. Ouais, dommage. Et du coup, on a vraiment juste... Est-ce qu'on l'a donné en soi? Parce que si on l'avait trade, au final, il aurait pu nous tuer avec son héros. Donc c'est vraiment une game assez serrée. Je pense que cette game était perdue dans tous les cas par les effets aléatoires. Hein, si on est résulte, là il avait exact létal, même si on avait tué sa créa, avec son arme en fait, qui aurait pu taper et faire un dégât pour l'exact létal. Donc ouais, game assez close, vraiment il nous manquait absolument rien pour nous en sortir. On a juste dû gérer son gros ton et ça jouait littéralement à 1 PV, si on avait joué parfaitement sur la fin. On est contre un voleur à nouveau, décidément il y a quand même pas mal de voleurs. Je pense qu'on va considérer de garder le visier. L'arme à 1 me paraît quand même cool à garder, puisque de toute façon c'est un bon tour 1, jouer une curve. Derrière, si on pioche Elia, on peut vraiment vite snowball. On va vraiment réfléchir, mais je pense que ouais, on va garder visier juste pour la flexibilité qu'elle nous apporte. Et au final, ouais, le genre de game comme celle d'avant, on était bien parti pour la gagner. Donc si on gagne pas ces games-là, voleur c'est quand même un deck assez stable. C'est typiquement le genre de match-up qui peut être
proche du 50-50, voire voleur un peu dedans. Au final, c'est pas le deck avec lequel j'ai le plus de games. Donc je vais pas avoir une connaissance assez profonde de méta. Est-ce qu'on a envie de faire le spell à 3 dès maintenant? Je pense qu'on va quand même préférer Hero Power, garder le spell à 3, à 2 pour une target, pour une cible du style un serviteur. Je pense qu'on va partir en Erubian, découverte de spell, trouver quelque chose de proactif, si possible. Malheureusement, on ne peut pas activer son passif. On a une sortie globalement lente par rapport à celle d'avant. En fait, ouais, c'est surtout que la game d'avant, on a une sortie vraiment très bonne. Mais on a réussi à quand même la perdre. Je pense que la plus intéressante, ça va être le spell à 9. Tout simplement, si on atteint le tour 9, on peut parfois gagner la game sur le spell à 9 qui met un board complet d'Undead. C'est typiquement pour ce genre de spell qu'on est très déçu de ne pas avoir pu réduire le coût de notre main. Si jamais on avait la possibilité de découvrir quelque chose qui transforme un serviteur en une autre créature, bah on l'aurait pique. Ici, intéressant. On pourrait choisir de trade ou pas. On a un follow-up avec le Corpse Breed. Je pense que je vais choisir de tuer ça 4-4. C'est chiant parce que le Spellatron, on aime beaucoup la garder pour notre 2-4. Mais je pense que voilà, le fait d'être proactif, de pouvoir jouer le Corpse Breed prochain tour, c'est quand même assez intéressant. Prep, il va jouer le Krabatois. Oh, il change de deck déjà. Intéressant. Je pense que d'un point de vue curve, on doit jouer la 4-4 ici. On espère qu'il ait quoi DH. Est-ce que DH c'est la meilleure classe pour nous? Et puis savoir, chasseur aussi c'est une classe pas ouf. On va voir ça tout de suite. Chasseur, ok, il va jouer plein de secrets. Au final, c'est la classe qui me fait quasiment le moins peur. Donc certes, il va pouvoir faire de la value, mais je pense que sa value va rien pouvoir faire si on atteint le sort 9. Ici, découvrons un spell. Le Blood Bowl qui est du coup très cool. Est-ce qu'on va le jouer tout de suite? Je pense que oui. On va taper face. Je me souviens plus s'il y a un freezing trap peut-être. Ok, bon, peut-être le spell à 3 va pas être si intéressant que ça tout de suite. Si. On va le jouer. Le seul truc dommage, on pouvait pas tourner autour, c'est de pouvoir tuer la 4-2 qui est camouflée. Je pense qu'on va mettre une play. Si on peut ralentir l'adversaire et lui faire piocher une Frostplague, bah, il ne pourrait pas jouer Rexar on curve tout simplement. Je pense qu'il va jouer Rexar d'ailleurs. Non, pas de Rexar.
On va pouvoir se soigner un petit peu. Euh, je pense qu'on doit jouer une carte. Un serviteur ici. Ok, ce n'est pas... Il ne joue pas de kidnap. Je pense qu'on ne veut pas lui donner la pioche avec double cross. Ouais, au final, la game va pas forcément être si simple que ça. Perdurie, il peut avoir un mage, un sort de mage qui peut être très chiant pour nous. Et au final, pourquoi on est un peu lent? C'est une question légitime. On est très lent et au final, on va encore se faire prendre de vitesse. Parce qu'on n'a pas forcément... On n'a pas d'Elia ni de curve pour mettre plus de play. Là, on voit que nos gardiens coûtent encore cher. Ouais, il va falloir piocher un out ici. Est-ce que cet out nous sauve? Je suis pas sûr, hein. Ouais, je pense que... Ouais. Parce qu'on n'a pas le choix de jouer le gardien, je pense. Encore une fois, on ne va pas jouer l'hero power. Donc là, l'adversaire qui a pas mal de dégâts. Faut vraiment que le spell à 9 soit magique. Bon, on peut déjà juste mourir. Hein. 5, 8, 10, 11. Il lui manque pas beaucoup de dégâts. Il y a de grandes chances qu'on meure. Donc ouais, typiquement un Primus on Curve aurait pu nous aider à nous en sortir. Ouais, on a juste été trop lent parce qu'on a... Au final, le fait de ne pas avoir eu de T1, T2, le spell qu'on découvre, s'il arrive un tour plus tôt, la game est totalement différente pour le coup. Donc, ouais, autant de paramètres, une sortie vraiment trop lente, et même s'il a eu du coup des cartes de chasseur qui sont pas forcément si ouf, on a, j'ai l'impression, rien fait de la game en fait. On est contre un paladin, bon, on a Q à peu près 3-4 minutes pour trouver une game en même temps. Là, il est quoi? Il est 4h, 4-5 heures du mat. Au final, le match-up contre Paladin peut être un peu chiant. Bah, je vous avoue que c'est pas le match-up très habituel des cas contre Paladin. Peut-être à votre elo, à l'elo où vous jouez, mais vraiment, il y a zéro Paladin en top 300, top 500 même d'habitude. Donc, pour ce qui est d'équipe au mulligan, je pense qu'on va quand même garder la 3-4 qui me paraît assez important. Si on peut simplement piocher, ça peut vraiment faire la différence. Si on a moyen de faire pièce 3-4, ça peut vraiment être très fort. Il a tour envoyé, il aura peut-être pas de tour en uncurve. S'il n'a pas de tour en uncurve, ça risque de faire très mal. Et là, la difficulté, c'est que je ne sais pas à quoi on va faire face. Il a quelque chose de jouable a priori. Bon, dommage, il aura un T1 uncurve. Si possible, on aimerait quoi? Garder la pièce? Est-ce que ça sera possible? S'il fait juste hero power? On va voir s'il fait juste hero power, si on a envie de pièce 3-4 ou pas. La question c'est est-ce qu'il peut facilement la gérer ou pas? Je m'attends à ce qu'il y ait quand même le spell qui donne plus 3 d'attaque et vol de vie à la carte la plus à gauche. Si elle est jouée, c'est peut-être le seul moyen qu'il a de gérer notre 3-4. Mais à voir si on doit tourner autour. Ok, il a une protector. Une protector, une protector. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on pièce 3-4 ou pas? Si on le fait et qu'il a la réponse, on est vraiment dans la merde. Donc, le truc, c'est qu'en même temps, est-ce qu'on peut vraiment être trop lent contre Paladin? Je suis pas sûr. Je pense que justement, le fait de ne pas prendre de risques est une grosse décision qui peut nous faire coûter la game. Là, typiquement, on est dans une situation où on tente un move. S'il passe, peut-être qu'on gagne instantanément sur le spot. Donc, autant le prendre au final. Et là, on va pouvoir piocher 3, même 4
Donc là, ça se met vraiment très très bien. Et au final, on s'assure de ne pas manquer de ressources contre Paladin, et ce qui me paraît quand même assez important, vu notre main qui était assez lourde. C'était quand même important. Est-ce qu'on a même envie d'aller plus loin et de piocher encore plus? Je pense pas ici, je pense qu'on va voir quelle carte on peut découvrir et jouer le visier. Intéressant. Je pense qu'on va partir sur spell de heal. On va dépenser ça dans le vide. Prendre le trade plutôt sur la 2-1 parce qu'on veut l'empêcher d'échanger avec la 2-2. Dur à dire. Non, on va quand même échanger les... S'il perd un de mana et échanger son spell à 0, ça nous va. On va préférer le trade sur la 2-2. Et là, on a accès à Cycli, la 2-4, plus spell à 3, qui est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on s'attend à un deck Kangor? Je pense pas. Pour le coup. Ok, on a accès à Elia. Elia qu'on pourrait choisir de jouer maintenant. Ça me paraît pas être greedy de jouer Elia maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a un clear prochain tour. Et je pense qu'il faut commencer à mettre des plays dans le deck, notamment avec les doubles 8-5 gardiens en main. Si on joue pas Elia maintenant, ça paraît dur de trouver un timing. Pour être honnête. Reska peut vraiment faire la différence dans ce genre de match-up. Notre spell de heal qu'on a découvert peut faire la différence. Je pense que si la game dure, le Stone Brew sera assez important. Il va avoir Fury des Vents, j'imagine. On va prendre quelques dégâts, mais on va full clear son board. Je pense pas qu'il y ait de réel burst à distance. 10, 20. Ah, attendez, on est presque mort en fait. Si l'adversaire a des dégâts, j'aurais juste à dire bien joué. Maintenant, on ne va pas jouer autour du fait que l'adversaire ait des dégâts. Mais ouais, c'est vrai que c'est la force du deck adverse. La force, c'est de pouvoir faire un quasi OTK. S'assurer de pouvoir tout tuer ici. On tape face. Une petite play de heal, on dirait pas non. Bon, dommage. Pas de play pioché. Bien dommage. Nos géants auraient pu coûter moins, nos gardiens. On sait qu'il a pas létal avec le spell qu'il a eu de trésor. Sinon, il nous aurait tué. Il a pas le plus 2. Il n'a pas eu le 3 de dégâts. Il a... Est-ce qu'il peut avoir les pièces? Je pense qu'il a plutôt une 2-3 rush, mais il l'aurait joué en même temps. Quelle carte à 1 il n'aurait pas joué? Je vois pas en fait. Pour le coup. Dommage, il a trouvé le burst. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop de réussite en termes de game. La sortie était ultra vénère. Hein. Genre vraiment, le fait qu'on soit à portée de l'étal, bah là, dès maintenant, bah, on n'a vraiment pas le temps. Mais ouais, je sais pas. Soit faute à pas de chance, soit... au final, ouais. Je m'en sortais plutôt pas trop mal hein, les games d'avant, donc bah, peut-être que c'était un coup de chance. À voir. On va voir de toute façon sur plus de games. Peu de games sera jamais un échantillon suffisant. On est contre un guerrier. Guerrier, on serait très content de piocher Elia, notamment parce que il y a pas mal de guerriers qui ne jouent pas le package avec le ETC qui justement permettrait de clear les cartes du deck qui ne proviennent pas du deck initialement. Maintenant, je m'attends à ce que la version 40 cartes les joue ETC.
Ouais. On va essayer de chercher Elia au plus vite. Est-ce qu'on a envie de curver avec notre 2-4? Je pense. C'est le seul moyen de mettre du board ici. Frost Plaque a été pioché. Évidemment, on aurait aimé avoir pioché Elia avant qu'il pioche ses plaies. Maintenant, est-ce que ça peut être un problème pour lui de d'avoir 4 de mana? Enfin, que la prochaine carte coûte 1 de plus. A priori, non. Ok. On va prendre double trade ici, je pense. Et là, ça va être un spot assez intéressant. Euh, où on pourrait considérer de faire le Stone Brew dès le prochain tour. Le truc, c'est que si on fait ça, on ne met absolument pas de pression. Du coup, je pense que je vais pas le faire. On n'est pas non plus pressé de jouer cette 5-5. Là, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que je m'attends souvent à un pièce sort à 6 qui peut vraiment lui permettre de prendre lui-même le board. Et si on balance tous nos spells, derrière, on peut pas juste lâcher une 5-5, sachant qu'il a un board assez menaçant. Donc j'ai tourné un peu autour du meilleur tour adverse, entre guillemets. À voir, soit on part sur un tour au loup qui paraît pas ouf à base de tour guide et géant. Soit on part en tour guide, double spell et on fera le Stone Brew parfois au prochain tour. Ok, c'est pas une mauvaise draw du tout. Je pense qu'en l'occurrence, dur à dire. Et je pense qu'on va accepter de piocher dès maintenant. Cette draw est un peu meilleure. Vu qu'on n'est pas pressé, c'est pas grave si on joue pas le Stone Brew dès maintenant. L'adversaire a quand même fait 2 trésors. S'il avait déjà fait 4 trésors, là ça serait un problème évidemment. Est-ce qu'on a envie de jouer l'autre? Je pense qu'on va échanger le spell à 0. Jouer tour guide HP et mettre des plays. Et c'est pas impossible qu'on fasse dès le prochain tour le Stone Brew. Sauf si on top deck une carte trop importante. Du style le Titan, Elia, et Rubian Visier. Même Resca peut être importante ici. Au final, on a quand même des ressources pour gérer une fois qu'il aura fait son 4ème trésor qui mettra du board. On a quand même des bonnes ressources pour gérer le board. Au final, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On peut faire en sorte d'échanger les decks. Si on a druide, on peut faire en sorte d'OTK si on a guerrier, OTK si on a chaman. DH, peut-être que contre un match-up aussi lent que guerrier, peut être ok, même si c'est loin d'être le meilleur, hein, ça me paraît assez lent. On a pioché une carte assez moyenne, donc je pense que... On va quand même prendre le trade ici, je pense.
Mais ouais, paladin, chasseur, DH, c'est parmi les pires. Oh, très cool. Très très cool deck ici. Et je pense même qu'on peut setup un létal pour le coup. En 2 tours. Et là, on a évidemment pas peur de mourir. Là, en fait, vous allez vous dire, mais pourquoi je suis content d'avoir ce guerrier? Tout simplement parce qu'on va pouvoir faire une quantité énorme de dégâts avec cette 2-3. Quand vous invoquez un serviteur avec 3 d'attaque ou moins, lui donne charge. Donc vous allez invoquer tout simplement la 2-4. Oh, c'est bien qu'ils mettent plein de boards, faut juste pas de taunt. Au pire on en exécute, ouais, un taunt, c'est pas grave. Pas deux par contre. Mais ouais, là pour le coup, on va juste pouvoir faire trop de dégâts. Hein. De taunt. Est-ce que c'est grave? Si lui-même ne réinvoque pas de taunt, c'est vraiment pas grave. Hein. Et avec les Grim Patron, ça va faire vraiment une 2-4 qui va OTK en fait l'adversaire. Ouais, prends une petite plaie, ça te fait pas de mal. Ouais, je pense qu'on aura largement les dégâts. Est-ce qu'on commence par faire Inner Rage? On pourrait, ça change pas grand chose pour le coup. Je pense qu'on va faire Inner Rage là-dessus. On pourrait jouer ça. Pour vraiment maximiser les dégâts. On va faire Face. Et ouais, autant vous dire qu'on avait énormément de dégâts hein, ici. C'était assez absurde. Bon, en tout cas, c'est toujours cool d'avoir un deck OTK, même si je pense qu'on a quand même statistiquement de grandes chances. On va essayer de compter à nouveau combien de decks on a OTK. Donc, ouais, DK, ça aurait peut-être été un des pires, même si en vrai, ça avait de quoi burst. DH, c'était clairement moyen. Druid Adronox, c'était clairement ok. Je pense qu'on était ok de voler le deck adverse et la main adverse. Je pense que ça suffisait à gagner. Chasseur, c'était un peu lent, je pense, de faire des bêtes, même si, voilà, on peut faire une bête, création de bête à l'infini. Mage, Mage Freeze, vous pouvez trouver un létal hein, à 7 dégâts, je pense, clairement. Paladin Libram, ça me paraissait un petit peu plus mauvais que le reste. Prêtre égal Acron, c'est force. En vrai, en termes de value, on avait potentiellement de quoi outvalue le guerrier. Le voleur, je crois que j'ai jamais eu de voleur. Si c'est voleur meule. Voleur meule, est-ce que ça aurait été intéressant? Peut-être en vrai, mais vu qu'il joue 40 cartes, tu vas dire. Shaman Shadowwalk, ça me paraissait du coup être échec et mat. Hein. Au final, même démo cube, guerrier, chaman, ça fait 3 très bonnes classes. Druid Adronox, on va dire ça en fait 4 de vraiment très bonnes. Et ouais. Mais c'est quand même important d'avoir justement la connaissance. Je sais ce qu'on va relancer parce qu'on a fait une longue analyse en début. C'est quand même important d'avoir justement une connaissance des decks qu'on a sur le T6 légendaire. On va relancer. On est contre un guerrier, donc c'est Ico qui a changé de deck, qui jouait druide. Je pense qu'on va garder absolument tout ici. La curve est vraiment très cool. Je m'attends à ce qu'il joue les listes de guerriers. Attendez, je vais faire en sorte que vous ayez le tracker tout le temps, parce que là, si je switch, là, oui, vous l'avez pas. Ok, on va jouer arme sur 1. Ouais, il joue plutôt la liste 30 cartes, qui va être du coup plus rapide. Est-ce qu'on a un intérêt à taper maintenant? Je pense qu'on va le faire quand même. Par contre, tour 2, on sera clairement pas obligé de le faire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs sur le tour si la réduction de bris est mieux. Normalement, on entend moins mon bruit d'ordinateur, qui était assez chiant. Je pense qu'on n'est pas obligé de taper à partir de maintenant. Plutôt attendre Elia.
Ou du moins se laisser quelques tours. Est-ce qu'on joue visier à vide, même si le prochain spell coûte pas 2 de moins? C'est possible. Ok. Est-ce qu'on a envie de réduire du coup le coût de visier? À voir. Je pense que Acolyte of Death n'est pas horrible. Maintenant, en fait, ça va être compliqué. Je vais choisir de le faire parce que ça va être compliqué dans tous les cas de piocher. Et j'ai envie de forcer l'adversaire à faire un tour. Ouh, Elia qui est là. J'ai envie de forcer l'adversaire à faire un tour sous opti à base de tuer notre 3-4. Ce sera pas forcément sous opti, mais voilà. Si jamais il avait un autre plan à base de piocher, from the death, bah, on l'empêche un petit peu. On a pioché l'autre arme, donc on va pas hésiter cette fois-ci à taper. Et ouais, le fait d'avoir Elia ici est plutôt très fort. Le Guardian qui coûte déjà plus que 4. Il y a 5 plays déjà dans le deck adverse, 7 même je crois. Et là, typiquement, s'il ne joue pas... On va retaper face. Je pense qu'on va prendre ce trade. Allez, face. Donc ouais, s'il joue pas ETC, ça va être très compliqué pour lui. Spell à 6. Ok. La 3-4 qui pioche serait pas mal en follow-up ici. Ok, on va juste Nérubian visier. Mettre encore plus de play dans le deck adverse. Pourquoi pas. S'il a le ETC avec Steam Cleaner, on est vraiment très triste, mais bon, ce sera la vie. J'ai pas envie de tourner autour d'une carte qui n'est pas jouée par tout le monde. On aurait peut-être pas dû mettre autant de play, hein. Allez, peut-être respecter ETC quand même. Même si, au final, si l'adversaire n'a juste pas ETC, bah... on va pouvoir prendre un peu de vitesse. On manque de ressources, c'est pour ça qu'on peut pas vraiment avoir le luxe d'attendre avant de mettre des plays. Je pense qu'on va quand même retaper. Après, ouais, j'allais dire il joue un deck 40 cartes, mais pas du tout. Si jamais il a Finlay, en plus de ça, il peut vraiment avoir plein de cartes en main. Ok, bonne nouvelle. Donc il peut vraiment avoir plein de plays en main en fait. Attendez, je viens de me rendre compte que du coup, quand on a tapé, on l'a empêché le From the Death. C'est vrai que c'est logique en soi, mais j'avais oublié. Que du coup, il espérait piocher une carte de From the Death, ben, ça va pas être le cas. Ici, je pense qu'on va continuer sur le fait d'abuser. J'aurais dû jouer la 1-1. Je pensais la jouer, mais je l'ai pas joué. My bad. Après, on lui donne pas de cible si jamais il a envie de lâcher un spell. En soi. Reno, il va essayer de faire de la value, j'imagine. Je pense qu'on reste sur notre plan de vraiment le tabasser.
Et ouais, bah typiquement, ça a l'air d'être la liste jouée par les Chinois. Parce qu'il y a une liste chinoise qui tourne de guerriers, avec les Glacial Shards justement. Et les sorts à deux qui piochent, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment la place de jouer ETC pour le coup. Bon, s'il avait ETC Steam Cleaner, il aurait joué instantanément. J'imagine qu'il ne l'a pas. Finlay, ok. Là, typiquement, c'est pas impossible que sa moins soit exclusivement des plays. Bon, statistiquement, c'est faible, mais il a 8, 15, 22 plays dans le deck. Je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que c'est plausible? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 cartes. 12 cartes jouées, ce qui veut dire qu'il lui reste 18 cartes. Non, je pense que ça doit être un bug, parce que ça compte deux fois les cartes qui ont été du coup reshuffle dans le deck. Non, géant, je pense pas qu'on va le jouer. Je pense vraiment qu'on va juste chill, hein. Très dommage qu'il ne pioche pas de play. Maintenant, il peut en avoir en main, évidemment, mais... Ok, bon. Amuse-toi avec ce géant. Mais ouais, là, c'est dommage qu'on ait vraiment pas de follow-up, pour le coup. Là, le sort à 3, au final, on peut le garder, se laisser quelques tours pour piocher la 3-4, numéro 2. On a dû lâcher la première, ça me paraissait quand même important, de forcer un peu un play sous petit adversaire. Okay, ce qui est cool, c'est que c'est pas un spell fort qu'il a eu. Je pense qu'ici, on va juste rien faire. Oh, elle est là. Qu'elle est belle, qu'elle est belle. Ici, c'est tricky, mais... Je suis même pas sûr de jouer ça, au final. Dans tous les cas, je vais d'abord piocher une carte, prendre info sur ce qu'on a. Euh, En fait, je veux m'assurer de piocher au maximum. C'est pour ça que je joue pas le poison. Ici, je pense qu'on en aura pas besoin pour le tour. On a le titan. On lui remet encore des plaies. D'ailleurs, envoyer plutôt face m'aurait vraiment pas dérangé pour le coup. Allez, du temps de piocher des plaies un petit peu. Même si jamais il arrive à s'en sortir en ayant ETC, Steam Cleaner, je pense qu'à ce stade, il est tellement lent. Il suffit qu'il ait plein de plaies en main pour que il soit juste trop lent en fait cette game. Et qu'on le prenne juste de vitesse. Et là, en plus de ça, il suffit qu'on ait vraiment un bon deck du passé pour que là, ça soit un peu la fin. Pour lui. Il va nous mettre des plays. Ok. C'est pas grave du tout. Là, on va jouer notre Primus. On va détruire sa 3-4, je pense. Quoique... Je pense que oui. En fait, les cartes de Blood sont un peu trop fortes. C'est pour ça que je vais choisir de le faire ici. Est-ce qu'on Hero Power? On fait plutôt les 1-1. Je pense que 1-1 me paraît cool pour jouer justement autour de Bladestorm. Je vais rester comme ça. En très des 1 pour empêcher de Bladestorm l'adversaire parce que il peut découvrir une execute avec un deuxième Garrosh Gift. Mais pas sûr que ça en joue deux en plus de ça. Donc ouais, en tout cas, au final, les games peut-être les plus intéressantes, ça va être contre les druides et contre
guerriers, contre les match-up lents au final, même si on peut s'en sortir contre les decks rapides, clairement. Et le TC qui est là, j'imagine le Steam Cleaner. Ouais. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en avait beaucoup, hein. 17, 17. Il y en avait quand même beaucoup. Hmm. Je pense que c'est intéressant. En vrai, les deux sont close. On va plutôt prendre les 3-3 ici. Plutôt la 5-1. Cartes sont pas très intéressantes ici. La 5-1 est intéressante. Est-ce qu'on a envie de jouer la 5-1? Je pense qu'on a envie de la jouer. Ça peut être simple pour l'adversaire de ne la gérer. Là, on ne devrait pas laisser le temps à l'adversaire de jouer Bran, de jouer sa combo avec la 7-7 pour nous détruire le deck. Et comment il gère tout notre board? J'imagine qu'il a le spell 1 qui lui donne baston? Non. Bon, voilà, on voit que même avec Steam Cleaner, bah, ça peut être compliqué pour lui, parce que même si Steam Cleaner, on peut avoir juste d'autres plays qu'on rajoute dans le deck adverse. En tout cas, j'espère que la vidéo sur le deck vous aura plu. De toute façon, en partant du principe que beaucoup de match-ups vont être du 50-50, bah, ça va pas être pertinent. Là, on peut vraiment enchaîner absolument plein de défaites, comme enchaîner plein de victoires avec un deck. Ça serait plus pertinent de voir après les nerfs, comment est un peu la méta. Mais en tout cas, j'espère que bah, la liste vous aura plu. C'est une liste donc qui ne joue pas les 4-3 pour 4 qui font une AOE en détruisant des plates du deck adverse. Et en final, qui bah, est pas trop mal contre les decks un peu plus lents. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.